Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Dimanche en politique. Notre invité aujourd'hui est le député de la 3e circonscription de Gironde, député de la France Insoumise, Loïc Prudhomme. Bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voici le sommaire de cette émission. L'actualité de la semaine, marquée entre autres par l'agression mortelle d'une surveillante de collège en Haute-Marne et la réponse de l'exécutif pour tenter d'endiguer le fléau de la violence chez les jeunes. La France insoumise, seule contre tous, c'est une question. Un an après les législatives, l'union de la gauche semble au point mort. Est-ce définitif ? Et enfin, municipal 2026, le tournant pour LFI, pour valider les derniers résultats des scrutins électoraux et arriver aux affaires dans les exécutifs locaux. Première partie de ce dimanche en politique, donc l'actualité de la semaine avec la mort dans l'exercice de ses fonctions de la surveillante d'un collège de Haute-Marne. Tout le pays a été choqué, Loïc Prudhomme. J'imagine que vous aussi, tué par un élève de l'établissement. Oui, évidemment, l'émotion est immense. Je voudrais déjà saluer toute la communauté éducative qui est marquée par ce drame. Et puis, ça interroge effectivement sur ce qu'il convient de faire maintenant, puisqu'on entend beaucoup de grandes déclarations. Néanmoins, cette question de la violence chez les jeunes est, me semble-t-il, aussi un bilan à mettre au débit du gouvernement qui, depuis 8 ans, n'a pas réussi à endiguer effectivement ce phénomène. Je me garderai, moi, de faire des propositions ou des conclusions hâtives, tant ce cas est déjà atypique. C'est quelque chose que personne n'a vu venir, y compris dans l'entourage de ce jeune garçon. Et puis surtout, quand on entend les spécialistes qui nous disent que c'est multifactoriel, qu'il y a beaucoup de complexité, en tout cas qu'il faut remettre aujourd'hui des adultes autour de nos jeunes qui vont assez mal dans le pays. Alors, quelle réponse possible suite à ce drame qui n'est pas le seul, loin de là, ces dernières années ? Voyez ce reportage de Sophie Brune. À la sortie de ce collège de Nîmes en mars dernier, une agression au couteau, un blessé grave. Un mois plus tard, une lycéenne mortellement poignardée à Nantes par l'un de ses camarades. Et en 2023, une professeure d'espagnol, Agnès Lassalle, tuée en plein cours par un de ses élèves de 16 ans. Dans les établissements scolaires, le nombre d'incidents graves est en légère augmentation. 16 incidents pour 1000 élèves dans les collèges et lycées. 24% de ces faits signalés sont des violences physiques. Alors, comment l'expliquer ? Tous les experts pointent la dégradation de la santé mentale des jeunes, surtout depuis le Covid, et le manque de moyens pour y faire face. On ne mesure pas à quel point ça a été une espèce de rupture dans la vie quotidienne de ces jeunes et quelque chose d'angoissant, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer. Donc on a des co-anxiétés, très clairement, qui a augmenté, on a des formes d'anxiété sociale qui sont plus importantes. Autre facteur, le harcèlement, à l'origine de nombreux épisodes de violence dans les établissements. Tous les élèves harcelés ne vont pas devenir des assassins, mais par contre, on sait que l'immense majorité des faits où il y a des problèmes donc de meurtre, je pense ici au school shooting aux États-Unis, sont liés en grande partie à des problèmes de harcèlement. L'utilisation des jeux vidéo et des réseaux sociaux peut amplifier ce climat de violence. Mais je l'ai jamais réellement utilisé. Les réseaux sociaux ne sont pas responsables de la violence des jeunes. Par contre, ils peuvent donner une forme de caisse de résonance à des propos, à des messages haineux qui peuvent parfois être hors du contrôle et avoir des conséquences qui peuvent être difficiles à gérer. La violence à l'école, un phénomène multifactoriel et difficile à endiguer. Est-ce insoluble, Loïc Prudhomme ? Non, je ne le pense pas. Et votre reportage est très juste. Il pointe quand même ce qui, pour moi, est l'essentiel, c'est le manque de moyens. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue de l'éducation nationale pour 1500 élèves, premier et deuxième degré confondus, ça veut dire que quand un jeune va mal, il n'a personne vers qui se tourner, il n'y a aucune personne référente pour même détecter ces possibles difficultés. Et donc, y apporter une solution, entourer nos jeunes. Donc là, les spécialistes sont tous, unanimes à dire que la jeunesse va mal. Quels moyens ont été mis en place depuis ces années ? Aucun, ou très peu. Et donc, je pense qu'il est aujourd'hui urgent d'entendre la parole de la communauté éducative, de ces spécialistes. Et mettre des moyens aussi. Et mettre des moyens pour qu'il y ait effectivement ces adultes qui manquent aujourd'hui pour entourer nos jeunes. Autre sujet, cette fois-ci, de tension politique. Cette semaine, suite à l'arraisonnement du bateau humanitaire le Madeleine par la marine israélienne, les personnes qui étaient à bord sont rentrées en France en milieu de semaine, ont été expulsées par Israël. Cela a donné lieu à un échange assez musclé mercredi à l'Assemblée nationale entre le Premier ministre François Bayrou et Mathilde Panot, la présidente
de LFI, du groupe parlementaire LFI à l'Assemblée. Écoutez, on va en parler juste derrière. Ces militants ont obtenu l'effet qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter. Monsieur le Premier ministre, vous reprenez les éléments de langage de Netanyahou. Convoquez l'ambassadeur israélien pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle. Madame, je ne reprends aucun élément de langage de qui que ce soit. Je prends le seul élément de langage qui nous réunit, c'est-à-dire le regard des Français sur une situation inacceptable, mais instrumentalisée. C'était juste une opération de communication, Loïc Prud'homme? La réponse du Premier ministre est absolument insupportable. Quand vous avez 12 personnes de plusieurs nationalités, dont un journaliste qui se rendent sur cette flottille pour essayer de dénoncer, en tout cas de débloquer ce blocus. Il y avait aussi, pardonnez-moi, votre députée européenne à LFI, oui, Rima Hassan, et il y avait aussi l'activiste Greta Thunberg, pour alerter sur ce qui est en train de se passer à Gaza, un génocide tel que maintenant toute la communauté internationale le reconnaît et le dénonce. Et on a un Premier ministre qui nous fait une réponse absolument insupportable et qui démontre à quel point, finalement, cette condition aujourd'hui des Gazaouis l'importe peu et nous renvoie une instrumentalisation politique qui n'est pas du tout le cœur de notre sujet. Nous, c'est aujourd'hui la question de cesser ce génocide en cours à Gaza. Un Premier ministre qui cherche des sous pour bloquer le budget 2026. Tous les ministères sont mis à contribution. On devrait avoir des réponses d'ici la mi-juillet. 40 milliards d'euros d'économies. Les fonctionnaires, encore une fois, sont sur la sellette. C'est une des pistes possibles d'économie. Est-ce que vous êtes prêt à censurer ce budget 2026 que présentera François Bayrou à l'automne? Est-ce que déjà, tout ce qui se dit et vous entend vous déplaît à la France insoumise? Évidemment que ça nous déplaît. Déjà, ces 40 milliards d'austérité, ils nous ont fait avaler un budget à coût de 49,3 l'année passée pour finalement nous dire qu'il manque de l'argent. Nous, on leur a proposé des recettes à hauteur de 49 milliards d'euros à l'automne dernier. Ils ont refusé. Et puis maintenant, ils vont nous dire, finalement, tous les cadeaux fiscaux qu'ils font, à hauteur de 160 milliards d'euros par an aux plus grandes entreprises du pays, c'est les retraités qui vont devoir le payer sur, finalement... C'est une piste, hein. Pour l'instant, c'est pas acté. Oui, mais on voit bien... C'est des pistes qui fuitent un peu partout. On voit bien toujours qu'effectivement, on dit c'est le président des riches, et ça se confirme jour après jour. C'est qu'on fait des cadeaux toujours aux mêmes. Les plus riches de ce pays ont vu leur patrimoine augmenter de 20% du PIB à hauteur aujourd'hui, sous le gouvernement Macron, depuis 2017 à 45% du PIB. Donc 500 personnes les plus riches de ce pays possèdent la moitié de la richesse du pays. Ça n'est pas acceptable. Il faut maintenant réduire ces inégalités. Est-ce que vous serez prêt à censurer ce budget à l'automne? Évidemment. Mais donc, on va prendre le risque de faire tomber le gouvernement. Ça a déjà été fait avec Michel Barnier. Évidemment, on ne peut pas continuer à aller sur ce chemin-là. Et la censure, nous n'avons jamais hésité à la faire parce que nous avons été élus pour ça. La question aujourd'hui, vous l'avez bien compris, nous sommes un petit peu plus de 70 députés LFI, un petit peu plus au NFP, mais qu'aujourd'hui, à gauche, on l'a vu encore la semaine dernière, hormis LFI, les écologistes et le PCF, plus personne n'a tellement envie de censurer ce gouvernement. Vous avez déposé une motion le 4 juin qui a été voilà, ce qui laisse penser que finalement le PS semblerait se satisfaire de cette situation. J'espère que le Parti socialiste reviendra sur cette analyse à l'automne et qu'effectivement, si on continue à avoir un budget austéritaire pour payer, je le rappelle encore une fois, le fait que ce gouvernement, depuis le début et les précédents, ont renoncé à des recettes fiscales pour faire des cadeaux aux plus riches du pays, pour les faire payer finalement aux plus en difficulté, ça n'est pas acceptable. Donc il va falloir changer de politique d'une manière radicale. La deuxième partie de ce dimanche en politique avec vous, Loïc Prud'homme, député de Gironde de la France Insoumise, c'est justement cette question. La France Insoumise est-elle seule contre tous à gauche aujourd'hui? On a l'impression que le nouveau Front populaire, qui avait été constitué pour les élections législatives 2024, n'existe plus. Est-ce qu'il est définitivement terminé? Moi, je ne renonce pas à être
cohérent et fidèle aux engagements que j'ai pris auprès de mes électeurs au moment de la constitution du nouveau Front populaire. Il semblerait qu'à gauche, d'autres formations politiques soient aussi sur ce registre-là. J'entendais il y a quelques jours mon collègue Nicolas Thierry sur ce plateau même, député écologiste de la deuxième circonscription de la Gironde, dire que lui était favorable à effectivement ce que cette union perdure. Je suis également favorable à cela. Les écologistes, on l'a vu, je parlais de la motion de censure du 4 juin, se sont alliés avec nous, avec le PCF. Pas les socialistes, hein. Les socialistes, ils ne veulent plus vous voir. Hein. Alors aujourd'hui, voilà, c'est la réélection d'Olivier Faure qui demande une primaire à gauche sans vous. Nicolas Maillard-Rossignol qui est arrivé deuxième, le maire de Rouen qui dit pas d'accord électoraux avec LFI. Plus personne ne veut de vous à gauche. Mais en fait, la question c'est plus la question que vous me posiez, c'est LFI seul contre tous. Non, en fait, aujourd'hui, c'est le Parti socialiste seul contre tout le reste de la gauche. Donc on a un désarrimage en fait du Parti socialiste de la gauche d'une manière assez évidente. Et donc je pense que c'est de cela dont ils auront aussi à répondre. Nous proposons systématiquement des propositions programmatiques, des solutions communes à l'ensemble de la gauche sur la base du programme qui nous a vu élire en 2024. Et finalement, on voit ceux qui répondent encore présents ou pas. Aujourd'hui, on a cette difficulté. En tout cas, je pense que pour les électeurs, ça devra se clarifier. Est-ce que le PS souhaite aujourd'hui continuer à travailler avec l'ensemble de la gauche et des écologistes pour apporter un projet qui change réellement la vie des gens, mais qui la change en l'améliorant, bien sûr. Et aujourd'hui, j'en suis pas persuadé. Aujourd'hui, à gauche, vous tendez la main, toujours Parti socialiste, entre autres. Toujours, entre autres. Nous, on tend la main sur des propositions concrètes. On ne tend pas la main juste pour la forme ou pour récupérer une étiquette du Parti socialiste ou je ne sais quoi. On tend la main sur des bases programmatiques qui sont à même d'améliorer la vie des gens, de trouver des solutions à tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui dans l'actualité quotidienne, les gens qui ont du mal à payer leurs factures, à remplir leur frigo. Et donc c'est sur ces bases-là concrètes que nous faisons des propositions, que nous tendons la main. Et aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est que finalement, peu nombreux sont ceux qui refusent cette main tendue. Les seuls qui restent aujourd'hui effectivement à refuser toute discussion sur ces bases-là, c'est le Parti socialiste. Je le regrette. J'espère qu'ils vont changer leur façon d'aborder les choses par respect pour les électeurs de gauche. C'est aussi vis-à-vis de la présidentielle qu'il parle, non, probablement. Jean-Luc Mélenchon sera candidat ou a envie de l'être pour la 4e fois, probablement. Alors qu'à gauche, notamment Olivier Faure, parle de primaire, etc., etc. Il n'y a peut-être pas forcément envie que le représentant de la gauche soit Jean-Luc Mélenchon. En fait, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, et les électeurs aussi. Il y a une force qui aujourd'hui présente un programme cohérent depuis de nombreuses années, qui est un petit peu, j'allais dire, le phare qui a permis à la gauche de ne pas s'éteindre complètement et en tout cas de mener la bataille contre le Rassemblement national, c'est la France insoumise. Alors après, on peut apprécier ou ne pas apprécier la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas le seul aujourd'hui à la France insoumise. Il nous a dit en 2022, faites mieux. Moi, j'abonde et j'invite effectivement à ce que cette maxime soit reprise et qu'on fasse mieux, que les jeunes notamment de notre mouvement fassent mieux, mais qu'il y ait une solution qui soit apportée en 2027 sur ces bases-là. En fait, peu importe la question de l'allergie des uns ou des autres à Jean-Luc Mélenchon ou à je ne sais qui. En fait, tous les prétextes sont bons pour taper sur LFI parce qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir des propositions concrètes pour changer de politique dans le pays et que quand c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est Rima Hassan. Quand c'est pas Rima Hassan, c'est Loïc Prudhomme. Enfin, il y a toujours une bonne raison pour taper sur LFI. C'est sans doute que nous sommes sur la bonne voie. Jean-Luc Mélenchon, candidat ou pas, on ne sait pas pour l'instant officiellement pour 2027, il est déjà en campagne, de toute façon, un petit peu tout le temps. Il a tenu un meeting à Auxerre le 1er mai. Voyez ce reportage dans Lyon d'Audrey Champigny et de Louis Malojac. Quelle politique économique avez-vous imaginé ? Comme à son habitude, Jean-Luc Mélenchon n'est pas tendre quand il s'agit de parler de ses adversaires. Devant un public conquis, le leader des Insoumis en profite pour dire ce qu'il pense aussi de l'actualité internationale. Il y a quelques jours encore, il était en meeting à New York. Nous n'avons aucun intérêt à rentrer dans le jeu de M. Trump. Jean-Luc Mélenchon ne fait que peu de mystère sur son envie de retourner au combat en 2027. Alors, qu'en pensent les militants, jeunes et moins jeunes ? Alors moi j'aimerais, mais je sais que malheureusement M. Mélenchon aujourd'hui a une image un petit peu controversée en France. Aujourd'hui je sais que au sein même de la LFI, on cherche encore des idées de candidats.
éventuelle. Moi, j'aimerais M. Mélenchon, mais je sais qu'il y a d'excellents autres profils, donc à voir. J'aime beaucoup ce qu'il dit, j'aime beaucoup son programme, mais tant que ce sera lui qui sera à la tête, ça ne marchera jamais. Et ça marchera de moins en moins parce que tous les médias le démontent complètement. Je pense que pour l'instant, il faut que ce soit encore lui qui garde ce rôle-là. Pas un mot en revanche sur la politique ou les préoccupations locales dans l'Yonne. Le chef des Insoumis finit son discours en s'adressant à la jeunesse française. Et aux plus jeunes d'entre vous, il n'y a pas de problème sans solution. Ça n'existe pas. Le tout, c'est de trouver la solution. Et une fois qu'on a trouvé, l'appliquer, la mettre en œuvre de toute son énergie, de tout son dévouement. Même en interne, en tout cas chez les adhérents, chez les fans de LFI, pas forcément adhérents, mais sympathisants, ils cristallisent les passions. Jean-Luc Mélenchon, ils divisent toujours. Oui, il y a des avis divergents. En fait, on peut reprendre sa phrase de conclusion. Il n'y a pas de problème sans solution. Effectivement, si la diabolisation excessive médiatique de Jean-Luc Mélenchon devait être un problème, un obstacle au fait que notre programme puisse s'appliquer en 2027, je ne suis absolument pas inquiet sur le fait que nous trouverions des solutions en interne pour pouvoir mener effectivement une campagne telle que nous savons les mener, une campagne sur des idées, une campagne qui emmène les gens, qui leur donne de l'espoir, et au-delà de leur donner de l'espoir, qui montre que nous sommes prêts à appliquer les solutions que nous développons. Est-ce que le livre qui est paru début mai, La Meute, qui décrit la France insoumise de l'intérieur, on ne va pas revenir là-dessus, je sais que vous n'aimez pas forcément parler un petit peu de ça, juste, est-ce qu'il vous a desservi ou est-ce qu'il va vous desservir peut-être vis-à-vis de votre électorat ou d'un autre électorat à conquérir à gauche ? Non, parce que... Qui décrit un peu globalement une secte, la France insoumise. Oui, c'est ça, parce que c'est excessif, parce que finalement, la meute, c'est plutôt la meute des journalistes qui ont tenté, encore une fois, une opération de diabolisation sur des choses que l'on sait déjà. Notre mouvement n'est pas parfait. Jean-Luc Mélenchon est une personnalité clivante, qui n'est pas parfaite, pas plus que moi ni vous. Qui n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre, quand même. Qui n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre. Y compris à l'intérieur de votre mouvement. Oui, non, mais il y a des choses qui sont aujourd'hui... En termes de représentation, en termes de bouger à la France insoumise. Donc voilà, ça c'est pas... Je dirais, il n'y a rien de neuf sur ce qui a été produit par ce livre. Ça nous oblige, nous, à faire un travail, effectivement, en interne, mais je ne pense pas que ça obère le fait que nos propositions aujourd'hui soient les seules désirables pour changer la politique du pays. La troisième et dernière partie de ce dimanche en politique, on va se projeter sur les municipales 2026, dans moins d'1 an. Est-ce un tournant pour la France insoumise ? Vous parlez beaucoup des idées, les résultats électoraux au niveau des présidentielles et législatives ont été corrects, même bons pour la France insoumise à la présidentielle, avec des scores supérieurs à 20% de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est un enjeu majeur pour vous aujourd'hui d'entrer enfin dans les exécutifs locaux ? Bien sûr, c'est un enjeu majeur parce que, contrairement à ce que l'on disait juste avant, ces histoires finalement assez superficielles et médiatiques nous intéressent peu. Ce qui nous intéresse, c'est dès 2026 de pouvoir installer nos idées, mais pas seulement les proclamer, j'allais dire, sur le perron des hôtels de ville, mais rentrer à l'intérieur pour en appliquer tout ou partie. Pour agir, en fait. Et pour agir concrètement pour les gens. Et c'est ça, aujourd'hui, moi, qui m'anime et qui anime la grande majorité de mes camarades aujourd'hui en Gironde. Et c'est dans cet objectif-là que nous tendons des mains, sur des propositions programmatiques et que nous espérons que les uns et les autres sauront les saisir, parce que sinon, je mets en garde. Si chacun joue des calculs de chapelle ou d'épicier, c'est la droite qui va en tirer des bénéfices. Et aujourd'hui, je ne conçois pas que l'on puisse, pour des questions d'ego ou de boutique, laisser des villes être reconquéries par la droite ou celles qui sont à droite, que nous ne puissions pas à gauche finalement les gagner. La grande différence par rapport au scrutin de 2020, c'est l'ascension du Rassemblement national dans le pays, premier parti de France, on l'a vu aux législatives. Est-ce que vous craignez aussi l'ascension du RN dans ces élections municipales, notamment ici en Aquitaine et en Gironde ? Oui. Bien évidemment. Déjà, sur la Gironde, on sait bien qu'il y a des zones qui vont être très scrutées, en tout cas où il y a un investissement du Rassemblement national, notamment des zones rurales ou périurbaines. J'en discute aussi avec mes collègues du Limousin, et il y a un risque assez accru dans ces zones rurales que le RN arrive finalement à prendre des mairies. C'est aussi ça qui nous engage et qui nous oblige. Et quand je vous dis qu'on ne peut pas, pour des opérations de boutique, refuser d'avoir des unions là où la droite pourrait reconquérir ou l'extrême droite conquérir des mairies, c'est parce qu'on a une responsabilité aujourd'hui historique de
d'empêcher cela. Et donc, si on n'est pas capable de regarder plus loin que le bout de son nez et de dire finalement non, je ne veux pas parler à l'FI parce qu'ils parlent fort et qu'ils mangent des enfants le matin, je pense que ce n'est pas très responsable, ce n'est pas digne de responsables politiques à la hauteur du moment. Alors, l'union à gauche, on l'a bien compris, c'est la voie à suivre, notamment pour les municipales. Je vous propose de voir cet exemple à Pau, la ville dont le maire est François Bayrou. C'est un reportage d'Éric Poussard et de Romain Auville. Ils sont élus, anciens élus, militants ou simples citoyens. Et tous veulent l'union à gauche sur l'agglomération paloise pour les municipales de 2026. Un collectif d'une centaine de personnes lance un appel au rassemblement. Il faut une liste commune. Ça détermine aussi un comportement plein d'empathie et un comportement qui recherche le consensus et l'union. Là, ce n'est pas les états-majors parisiens qui vont décider. C'est plutôt la base qui va imprimer sa volonté sur les responsables locaux. Nous sommes très optimistes. Une pétition vient d'être mise en ligne par le collectif pour monter en puissance et peser sur les partis politiques au niveau local. Car le PS vient de désigner son chef de file, les Verts s'apprêtent à lancer leur campagne. Alors, pour le conseiller départemental Jean-François Maison, les égos doivent s'effacer devant l'enjeu politique sur Pau. Je suis résolument optimiste. Je crois que les responsables politiques... finalement, oui, ils réfléchissent, oui, il y a des ambitions personnelles, mais l'enjeu, et dans notre ville encore plus qu'ailleurs, est quand même extrêmement important. Et l'enjeu, c'est de proposer une alternative crédible à la politique menée aujourd'hui par l'actuel maire de Pau. Le militant écologiste et conseiller municipal d'opposition sur Pau, Jean-François Blanco, fait partie du collectif. Pour lui, la question de l'incarnation est encore prématurée. C'est avant tout sur le projet que l'unité doit se faire à gauche sur Pau. Moi, je pense que le chemin de l'unité passe par un projet cohérent que nous devons travailler sans nier les différences qui existent entre nous, mais en faisant en sorte qu'elles soient dépassées et que nous puissions présenter un programme social et écologique aux Paloises et aux Palois. Un collectif qui, par ailleurs, n'a aucun doute sur l'identité de son futur adversaire, le Premier ministre actuel, plus que jamais également maire de Pau. Alors c'est l'exemple à Pau, mais c'est le cas un petit peu partout. Clémence Guettet disait récemment qu'il y aurait un candidat LFI par ville. C'est la volonté de la France Insoumise ? Oui, bien sûr. Il faut que nous ayons ce que disait M. Blanco, c'est sur des idées que nous allons pouvoir débattre. Donc un candidat identifié pour porter ses idées, mais dans cette volonté, effectivement, sur un programme de rupture, de pouvoir discuter avec les autres forces de gauche pour ne pas laisser, typiquement à Bordeaux, la droite reconquérir la ville. J'alerte d'ailleurs les Bordelais. Si c'était Thomas Cazenave, ancien ministre, qui a creusé le déficit de 50 milliards, planquez les meubles. Qui est député de Gironde aussi, planquez les meubles et mettez les cassettes sous les matelas, parce que ça pourrait vous coûter cher en niveau budgétaire. Donc nous, on a intérêt, effectivement, à être unis pour éviter que la ville rebascule à droite, mais pas à n'importe quel prix, pas sur n'importe quel programme. Et donc c'est pour ça que nous avons aujourd'hui des chefs de file dans toutes les villes pour affirmer les bases programmatiques sur lesquelles nous sommes prêts à diriger des exécutifs. Et après, la discussion est ouverte. En tout cas, nous ne sommes pas les sectaires que certains voudraient dépeindre. Ils sont plutôt aujourd'hui dans d'autres rangs que les nôtres. Avec le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, puisque vous parliez de Bordeaux, c'est un peu « je t'aime, moi non plus » avec vous, la France Insoumise. Avec vous, sans vous... Pour l'instant, il ne bouge pas, il ne vous tend pas la main. C'est à lui qu'il faudra poser la question. Effectivement, pour l'instant, il espère pouvoir reproduire l'opération de 2020 où il a gagné finalement sans la gauche. De peu. Mais de peu. Après. Et moi, j'alerte sur le fait que ça ne serait pas responsable de dire, finalement, au prétexte de ne pas parler avec la France Insoumise, risquer de se faire déborder par la droite, reperdre la ville de Bordeaux, alors que nous avons tous intérêt à ce qu'elle reste à gauche. Il est bien évident que le programme que mettrait en place un maire insoumis n'est pas le même que celui de Pierre Urmic. Néanmoins, il y a des choses qui... pas assez à gauche pour vous ? Mais il y a des choses à améliorer. Il a fait des choses. On arrive en fin de mandat. Oui, mais il a fait des choses assez remarquables comme la régie publique de l'eau qui était dans notre programme et donc on peut le saluer. Par contre, on est sur des oppositions assez frontales sur la question de la police, de l'armement de la police municipale. Mais je pense que justement Vous étiez contre ? Oui, bien sûr. L'apport que pourrait avoir LFI dans une majorité plurielle, ça serait justement de tirer toute cette trajectoire vers une gauche de rupture, sortir un peu de l'environnementalisme pour aller sur des mesures sociales et écologistes plus radicales que nous portons et qui pourraient améliorer encore la vie des Bordelais et des Bordelaises. Et ça, aujourd'hui, nos chefs de file sur la ville de Bordeaux, Nordine Raymond et Lucie Aymon, sauront le dire avec
fermeté à Pierre Urmic si demain des discussions pouvaient s'engager. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune discussion entre le camp écologiste à Bordeaux et vous. Pour l'instant, nous sommes en train, nous, au niveau bordelais, de consulter les Bordelais et les Bordelaises, parce que nous construisons toujours nos programmes sur les besoins des gens. On ne part pas sur des idées préconçues qu'on se ferait dans des bureaux fermés, mais non, vraiment de la vie quotidienne des gens. Et à partir de là, nous espérons qu'il y aura une discussion possible avec les uns et les autres pour voir comment il est possible d'appliquer ces mesures radicales que nous espérons voir aujourd'hui à Bordeaux. Si jamais Pierre Urmic ne bouge pas et ne répond pas à votre main tendue, que peut-il se passer? Est-ce que LFI va présenter un candidat au risque de faire perdre la gauche dès le premier tour? Oui ou non? En l'occurrence, ce serait Pierre Urmic qui se ferait perdre lui-même en refusant de discuter avec la gauche. Et c'est ce que je vous disais. En fait, la responsabilité aujourd'hui, c'est d'éviter que la droite ne revienne ou qu'elle ne puisse reconquérir des villes de la métropole. Et donc, c'est en cela que nous avons une ligne qui est constante, qui est de dire nous sommes responsables. Donc, si M. Urmic refuse toute discussion, bien sûr que nous porterons les idées parce que nous avons aussi des électeurs à qui nous devons cette cohérence. Je vous rappelle qu'aux élections européennes, nous avons fait un peu plus de 13% à Bordeaux. Donc, nous pesons. Nous avons des électeurs qui ont besoin et qui ont envie de cette radicalité sur le plan social et écologiste, et nous la porterons. Est-ce que vous serez prêt, en quelques secondes, à être candidat éventuellement à Bordeaux sous l'étiquette de la France Insoumise ou de Loïc Prud'homme au municipal? Moi, j'ai toujours dit, et je l'ai déjà dit en 2020, là où je pourrais être utile à faire bouger les lignes, à faire avancer nos idées, je ne renoncerai pas à affronter mes responsabilités. Pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Mais si, on ne peut pas l'exclure. À un an des élections, on ne peut rien exclure, Nicolas Morin. Merci beaucoup. C'est le mot de la fin de cette émission. Loïc Prud'homme d'avoir été l'invité de Dimanche en Politique, député La France Insoumise de la 3e circonscription de Gironde. À votre place, la semaine prochaine, ce sera Nathalie Delattre, la ministre du Tourisme et candidate au municipal à Bordeaux, qui sera l'invitée de notre émission. D'ici là, passez une très belle semaine sur notre antenne, une belle journée. Merci, à très vite.